La musicale, les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard. Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter vos radios locales et associatives musicales de Normandie. Vous êtes peut-être branchés sur Radio Phoenix, Radio 666, Station B à Caen ou encore Collective à l'Aigle. Merci de nous écouter, on est toujours en direct du Festival Beauregard. C'est la dernière journée de cette 16e édition. Nos voix ont peut-être changé depuis jeudi, ne vous étonnez pas. On a beaucoup fêté, on a beaucoup écouté de musique et on est toujours avec Elvire de Radio Phoenix, Laurence de 666, Romain, Maë de Collective Radio, il y a Lucas et Valentin à la technique, Nathan, Emmanuel autour. Merci à toute l'équipe de faire vivre ce plateau. Et puis aujourd'hui, on va continuer les interviews. On recevra Adrien de Samba de la Muerte qui a ouvert cette dernière journée de festival. On écoutera aussi Baxter Dury qu'on a reçu en interview juste avant son concert. Baxter Dury qui est actuellement en train de jouer sur la scène du Festival Beauregard. Dernière émission en direct du Festival Beauregard. C'est parti. C'est parti, on y va. Et on commence ce plateau avec donc Adrien de Samba de la Muerte qui nous a rejoint et c'est Elvire qui l'interview. Salut Adrien. Salut. C'était donc Samba de la Muerte. Tu es la première personne que j'ai interviewée en arrivant à Radio Phoenix et tu es sûrement la dernière personne que je vais interviewer à Radio Phoenix. C'est la fin de ton année de service. Ouais, ça a fait un bout de chemin entre temps. Toi, tu as pu sortir ton album Ornament cette année. Je te propose de faire un peu une petite relecture. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette sortie, de cette année et toutes les dates que tu as pu faire depuis septembre, depuis la première fois où on s'est rencontrés? Eh bien, on en parlait justement avec mon label Yotanka qui était là ce soir et certaines formes d'aboutissement pour ce groupe avec lequel j'évolue depuis 10-12 ans maintenant et aujourd'hui de jouer là et tous les autres concerts qu'on est en train de faire où ça s'enchaîne quand même beaucoup et c'est un peu la première fois pour nous de faire une grosse tournée de festival et c'est incroyable, on a vraiment un retour super du public, des gens, voilà et donc on prend beaucoup de plaisir et aujourd'hui ça résume bien ce qui se passe cette année pour nous et c'était beaucoup de plaisir et voilà, on est trop contents, vraiment contents de ce qui se passe. Tu as joué à 15h sur la scène de Beauregard, ce festival il représente quoi pour toi, artiste canet? J'imagine que tu l'as déjà fait en tant que festivalier. Ouais, je l'ai fait il y a très longtemps, je sais pas quelle édition c'était mais j'étais un grand fan de Local Natives, un groupe, je sais pas quelle, je pense que c'était la première ou la deuxième édition, peut-être la deuxième, j'étais venu. J'avais quitté une résidence d'un de mes groupes Concrete Knives pour aller avec le bassiste, on s'était fait engueuler, on était venu là, on s'était dit mais c'est quoi ce festival qui émerge un peu de nulle part avec cette prog très indé, maintenant il a pris une dimension autre et c'est assez impressionnant quand même de revenir là. Moi j'étais pas venu depuis 2018 mais voilà, c'est mon 4e concert dans ce festival, c'est aussi une reconnaissance pour nous. Ouais, c'est mon 4e avec 2 groupes différents, Concrete Knives et Samba. On a joué 2 fois avec chaque groupe et d'être validé par ce festival, c'est ce que je disais à Paul Langeois, qui est le programmateur, qui était pas si sûr de ça, de nous programmer cette année. Et je lui ai dit, écoute Paul, c'est maintenant ou jamais. Je crois que nous on en a besoin. Tu sais ce que ça représente pour nous. C'est pour à Caen c'est quelque chose, mais ce que ça résonne aussi en France, nationalement, tous les médias qui viennent, c'est le nom il apparaît et ça peut engendrer d'autres choses pour nous à la suite. Donc c'est vrai que je crois que dans la carte en France, il commence à être un des plus gros et les plus regardés. Donc faire partie de la programmation, c'est une vraie fierté. Et puis cette année, je trouve que j'aurais bien aimé être là hier. J'avais plus d'affinité hier avec la programmation d'hier, même si aujourd'hui Baxter joue là et Massive Attack termine, qui est un groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, donc c'est cool. Après 4 jours, les voix des festivaliers comme les nôtres s'éreintent un peu. Est-ce que ton public était au rendez-vous pendant ta scène de Beauregard? Ce qui était un public est peut-être devenu un peu mon public, effectivement, parce que je pense que sur les, on va dire, il y en avait peut-être 5000 à la fin, il y en avait... je sais pas combien nous connaissaient et c'est aussi ça la richesse des festivals, c'est que nous on vient
on doit convaincre quand même beaucoup les gens qui nous connaissent pas, et je sens que à chaque fois qu'on joue là en ce moment, il y a un truc qui se passe, et j'espère que les gens vont repartir avec des belles images en tête, des beaux souvenirs, et ils ont chanté, ils ont bien chanté, très bien chanté, et c'est 5000 qui chantent I Want to Bring My Friends avec toi sur ma chanson, ça fait plaisir. Ouais, j'imagine que ça te porte encore plus. Ouais. Cette date, elle s'inscrit pour toi dans une tournée hyper complète. Hier, tu étais à Saint-Père au Rayon Vert, avant-hier à Pologny. On t'a croisé au Biche Festival, on avait pu t'interviewer aussi. C'est pas trop dur l'enchaînement de toutes ces dates en si peu de temps? C'est tout ce qu'on rêve, quoi. En vrai, on s'était fait un peu couper par le Covid en 2020 parce qu'on avait une très grosse tournée aussi de festival, et ça n'avait pas pu avoir lieu. Donc aujourd'hui, de 4 ans plus tard, de pouvoir le faire vraiment, et c'est tout. Non, en vrai, on va pas faire les difficiles. Ouais. Hein. J'attends que ça. Après, effectivement, nous on n'a pas le tourbus, on n'a pas une équipe avec nous. C'est vrai que c'est quand même aller charger on est toujours les petits indés qui. On enchaîne, on conduit, on se couche tard, on charge tard, parfois on joue tard, et on est toujours, on n'a pas des gens avec nous qui nous permettent d'avoir une tournée cool, quoi. Donc, voilà, on est quand même là, et on donne ce qu'on a envie de donner sur scène, et voilà, c'est le plaisir avant tout. Est-ce qu'il y a une date qui t'a marqué jusqu'à présent, à part celle de Beauregard d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une qui ressort parmi d'autres? Hier soir, c'était incroyable. Ouais, c'est marrant parce que c'était hier, on jouait on n'avait pas de date entre le festival de On lâche rien sauf les chiens vendredi, et puis aujourd'hui, donc on avait ce bar de copains au bord de la mer, et les gens c'était 15 tables de gens assis qui ont vu le même concert qu'on a fait là. Ouais. Mais c'était aussi fantastique que ce soir. Donc c'est aussi la richesse de notre tournée, et moi je suis bien content d'en être aussi encore là et de vivre ces moments-là, parce que c'est très bien, je suis comblé. Tu parles du fait que vous êtes un groupe indépendant, donc du coup vous êtes obligé de faire un peu de la bricole pour faire un peu de tout dans cette tournée. Qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans le fait d'enchaîner les dates? Est-ce que c'est les rencontres avec les autres artistes? Comment ça se passe dans ta tête? Ouais, c'est vrai que quand on peut être dans des backstage comme ça, où on peut croiser. Alors ce soir, je suis pas sûr qu'on va avoir beaucoup d'échanges avec tout le monde, parce que c'est quand même ils enchaînent aussi, donc. Mais des plus petits festivals où on peut parler. Moi j'ai joué avec Dieter il y a 2 jours, ils étaient devant le concert, ils disaient après c'est extraordinaire votre truc, et puis on était les voir après, on a trouvé ça génial. Puis ça renforce une scène aussi française, ça nous fait du bien d'échanger avec ces gens-là, d'être un peu validés, même si Dieter est un groupe que peu de gens connaissent, mais tout d'un coup on dit c'est bien ce que tu fais, nous aussi, et je trouve qu'on repart de là, ça nous fait du bien, et puis j'aime bien quand les dates se valident. Donc là, tout ça a dû se passer en décembre, janvier, février. Et ce moment-là, cette année, c'était plutôt plaisant. Ouais. Parfois, t'attends, puis ton agenda reste vide. Et là, il s'est bien rempli. Et ça, c'était un bon moment aussi de se dire, on va faire tout ça. Par contre, on est bien dedans et c'est presque déjà terminé. Et ça, c'est un peu bizarre, mais ça passe très très vite. Ça a dû passer vite. Est-ce que t'as des projets en tête? Est-ce que tu sais si tu vas te laisser le temps d'un nouveau temps de création dans les mois à venir? J'ai pas eu vraiment l'occasion ni l'inspiration ou l'envie j'avais vraiment envie de profiter de la tournée et pas me dire on va enchaîner pour continuer à avoir de l'actualité, ce qui est un peu le jeu de notre industrie qui parfois j'ai pas trop envie de suivre ça, puis j'ai envie de faire autre chose, mais là on en parlait pareil avec le label, et c'est vrai que ce qui se passe là ne s'est jamais passé pour Samba. Moi j'aime bien faire des albums très différents à chaque fois, ce qui me permet aussi d'avoir l'envie de le faire. Là je crois on tient quelque chose qu'il faudrait peut-être encore continuer d'approfondir. En tout cas sur scène, le live il n'a jamais été à ce niveau là pour nous, on est hyper bien à l'aise, et le retour public est super, donc peut-être continuer à faire des morceaux avec ce même setup, avec ces mêmes personnes, et plutôt que moi je dise non, j'ai envie de changer, de faire autre chose. Donc je vais continuer, je vais peut-être faire un EP pour 2025. Tu veux dire qu'il y a des morceaux qui sont en train de naître actuellement, enfin qui sont en genèse pendant ta tournée? J'ai commencé très récemment, mais parce que la tournée m'a permis de rencontrer un artiste qui s'appelle Joe Unknown, un rappeur anglais
enfin plus que rappeur, c'est toute la musique anglaise qui est réunie dans un seul artiste. C'est entre Man Kimby, la grime anglaise, enfin, c'est assez incroyable. Il joue à Pete the Monkey dans pas longtemps, je crois d'ailleurs. Et il m'a dit ouais, j'adore Fast. Enfin, il a écouté après et il m'a dit fais-moi des prods. Donc je me suis lancé à faire des prods qui sont quand même un peu en lien avec ce qu'on joue aujourd'hui, un peu post-punk. Et en fait, ça m'a permis de me libérer, de pas me dire je vais faire une chanson un peu comme ça. Je fais des chansons pour lui. Donc je fais des instrus, je lui ai envoyé. Il me répond pas. S'il me répond pas et qu'il en veut pas, et ben je vais les garder. Il y en a une que j'aime bien, donc peut-être que voilà, c'est cool. Ça c'est aussi les rencontres, voilà, avec des artistes où ça m'a permis de me remettre à composer sans pression en fait. T'évoquais tout à l'heure ton groupe Concrete Knives, t'es aussi dans le groupe Roux-Pérou. Ça rend pas trop schizo d'être dans plein de projets différents. Et est-ce que avec ces projets-là, il va y avoir des actus bientôt? Ouais, carrément, Roux-Pérou, enfin Concrete Knives est terminé depuis 2018, donc j'aime bien avoir, de toute façon avec Samba de la Muerte, on peut passer aussi vivre avec de sa musique, c'est pas un seul groupe. Donc Roux-Pérou, l'album j'ai reçu le master vendredi, il y a un album qui va sortir en 2025 et déjà une date dans un festival parisien à l'automne. Assez important, donc voilà, je vais être pas mal là-dessus. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses avec Roux-Pérou l'année prochaine. Ouais. Le premier album de Roux-Pérou, il me semble que tu avais produit dans une maison pendant le confinement avec des potes. Comment est-ce que vous avez créé le deuxième? Eh ben, on a été au studio Télémac. On a enregistré live. C'est vraiment un album de live. Il y a 8 titres. Et je l'ai mixé dans mon studio à Supermonde. Moi, à Mondeville, j'ai un studio là-bas et donc je l'ai produit aussi. Et il est cool. Ça va être bien. On a hâte de le découvrir. Merci beaucoup en tout cas, Samba. Bravo pour ta scène à Beauregard. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le retrouver dans quelques jours à l'Aérolive Festival, mais aussi à Arsenic le 20 juillet. Et puis Samba, tout à l'heure on recevait Baxter Dury pendant que tu jouais. Là on te reçoit pendant que Baxter Dury joue. Yeah. Tout à l'heure il réagissait en pleine interview. Est-ce qu'il entendait? Il haussait les sourcils. Il disait waouh, ça a l'air génial, etc. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à Baxter Dury? Garde, je sais pas, ce gars, ça me fascine, ça là. Il y a rien dans sa. Enfin, je trouve que dans sa musique, il y a une sorte d'air qui est incroyable. C'est des tournes de batterie, basse batterie, et on rentre dans un groove et on n'en sort jamais, et sa voix qui vient se poser là-dessus. Moi, c'est un peu la manière dont j'aime la musique et j'ai envie de poser ma voix, mais lui, il a un niveau au-dessus avec, je sais pas qui il compose ses lignes de basse, mais c'est juste monstrueux de revenir chaque album avec des lignes de basse comme ça, quoi. Est-ce que tu es prêt pour faire comme lui 20 ans de carrière? Bah ouais, en fait, je m'étais dit que j'arrêterais après cet album Ornament. En fait, je vais continuer. Ça fait déjà 12, donc il m'en reste 8. Et donc tu nous feras, parce qu'il a fait Mr Maserati, qui est une compile de ses 20 ans de carrière, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que à un moment, on pourrait te demander comme ça de choisir quelques morceaux issus de 20 ans? Il faudrait que je fasse encore un ou deux albums pour en choisir, oui. Mais j'étais déjà en train de me dire, je ferais bien une tournée de mon premier en mode old school. C'est tous les groupes qui reviennent pour faire des zéniths. Moi je ferais bien une tournée à vélo avec que mes morceaux de mon premier EP. Voilà, je vais peut-être faire ça l'année prochaine avec pour rejouer tous mes morceaux folk à la guitare et revenir à quelque chose de très tout petit, intimiste. Voilà. On est acoustique, c'est une très très belle idée. Mais c'est en route. Ça va être. C'était un peu pour clôturer cette tournée-là. Je pense qu'au printemps l'année prochaine, on va faire une tournée à vélo entre Caen et puis on va partir dans l'Orne où la genèse des morceaux, voilà, toute l'inspiration. Et puis moi j'ai grandi là-bas. Je vais faire une dizaine de dates à vélo, et si les gens ont envie de nous suivre, donc on a discuté avec la Maison du Vélo à Caen qui serait partenaire, et là on va essayer de monter ça pour l'année prochaine, pour terminer cette tournée en douceur et voilà, dans l'Orne. Eh ben, merci beaucoup Adrien de Samba de la Muerte d'avoir été avec nous. On fait une pause musicale avec un morceau extrait de ton dernier album Ornament. C'est Memory, tout de suite sur les radios de la musicale. Merci. Memories a door onto
Utopian glory. We hear what we see. Utopian glory. Everlasting feet. Memories adored onto the keys of a soul. And C'était Memory de Samba de la Muerte. Vous êtes à l'écoute des radios La Musicale, toujours en direct du Festival Beauregard. C'est notre dernière émission pour la dernière journée de cette 16e édition. Et puis pendant tout le festival, on a des membres des radios qui se sont promenés avec un micro sur le site pour rencontrer les associations, les stands qui font vivre le site du festival. Romain, May, qui est-ce que vous avez rencontré hier ? Alors on a rencontré tout simplement le luthier qui expose des instruments du coup sur le site de Beauregard, donc c'est entre les deux scènes pour ceux qui nous écouteraient, qui voudraient aller voir, et on l'a rencontré un peu par hasard à la sécurité pour passer du coup dans les backstage du festival, et il a vu sur notre carte qu'on faisait partie du coup des médias. Il a fait mais moi j'ai envie de parler un peu de ce que je fais, expliquer aux gens que je présente des guitares, comment je les fabrique. Donc chose promis chose due, on l'a interviewé, et puis on a pu apprendre un peu comment une guitare se fabrique, mais aussi lui sur l'assaut qu'il a créé pour pouvoir exposer ses guitares à la vente, etc. Donc un très bon moment de passer à propos de ce luthier. On est actuellement avec Chris, donc qui est luthier depuis plus de 30 ans si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Et là je développe ma nouvelle marque de CWR guitare en Normandie. Alors il se trouve que j'ai pas mal roulé ma bosse, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, et c'est pour ça que bien que ça fasse longtemps que je fasse des guitares, en Normandie c'est relativement récent. Alors pour revenir un peu sur le début, qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de devenir luthier ? Alors j'ai toujours envie de fabriquer ce que je vois avant de l'acheter, j'essaye en tout cas. Et j'ai commencé par la trompette, c'était trop difficile de fabriquer une trompette avec les morceaux de plomberie de mon père quand j'avais 10 ans. Donc je me suis mis à la lutherie, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de travailler bois. Et vous pratiquiez déjà des instruments avant ça ? J'avais commencé par la trompette, j'avais 7-8 ans. Et puis petit à petit je me suis mis aussi à la guitare, je suis un petit peu multi-instrumentiste. Alors du coup c'est quoi le parcours un peu qu'il faut faire pour devenir luthier ? Alors en théorie, c'est très bien de commencer par l'ébénisterie. Il y a également une école qui se trouve au Mans qui s'appelle l'ITEM, l'Institut technologique des métiers de la musique, et ça acquiert une bonne réputation maintenant. C'est en théorie le meilleur parcours. Moi, en ce qui me concerne, je suis autodidacte. Donc j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas encore YouTube. Mais bon, le meilleur parcours c'est quand même faire ébéniste. Je pense se tourner vers l'ébénisterie me paraît le bon début. Vous m'avez dit un peu hors enregistrement que vous étiez parti du coup de la France pendant plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours-là et ce que vous avez fait forcément en lien avec votre métier ? En fait, pour la petite histoire, j'étais dans les derniers à faire le service national et j'ai atterri par hasard en Nouvelle-Calédonie.
J'ai rencontré ma future femme en Australie, qui en fait, au lieu d'être une riche Australienne, était une pauvre néo-zélandaise. Mais bon, l'amour, voilà. Et donc j'ai vécu 10-15 ans en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que voilà, c'est difficile de s'installer au même endroit, mais maintenant je suis normand. Alors du coup vous avez pratiqué la lutherie là-bas aussi en Nouvelle-Zélande. Ouais, tout à fait. J'ai vendu des guitares pour des pros en Nouvelle-Zélande. Dixon Nicey, un des meilleurs jazzmen. Aussi un ami de Dweezil Zappa, le fils de Frank Zappa, qui a essayé une de mes guitares quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Ça c'était une bonne expérience aussi. Alors est-ce qu'il y a peut-être des différences dans le métier entre le marché français et peut-être le marché de Nouvelle-Zélande? Bah, il y a forcément des différences, mais c'est quand même très influencé ce milieu par les Américains. On part toujours des années 50-60 avec Gibson, Fender. En Nouvelle-Zélande, on aime peut-être plus davantage les tatouages encore qu'ici, bien que la mode y arrive quand même pas mal. Donc ils mettent des tatouages partout. Moi j'ai fait une guitare tatouée en Nouvelle-Zélande pour un gars qui voulait faire croire à son public que sa guitare était tatouée comme lui, genre c'est la continuité de moi-même. Donc je lui ai gravé son tatouage et je l'ai rempli de peinture blanche métallisée. Et quand il joue sur scène dans le noir, bah, c'est ce qui ressort. Tu fais pas la différence quoi. Voilà. C'est ça. C'est énorme. Alors moi j'aimerais bien savoir comment un peu on fabrique une guitare aussi. Eh ben en fait déjà il faut sélectionner le bois, avoir du bois coupé sur quartier, ça veut dire coupé dans le bon sens dans l'arbre. Ensuite, comment on fait? On définit une forme, on design un modèle, on découpe le corps et puis après on a juste un manche. Le manche c'est plus ou moins, le manche ça ressemble toujours à un manche on va dire. Après il y a juste la tête qu'on va ajuster en termes de design avec le corps, mais c'est juste un gros puzzle. Faut être patient. Il y a forcément, je pense, une distance, une longueur à respecter pour la taille du manche, etc. Non? Ah oui, on passe notre temps à faire des lignes droites, mais en fait rien n'est droit et il faut être super précis, surtout pour le diapason, pour le manche, il y a certaines phases de fabrication, on a littéralement pas le droit à l'erreur, il faut que ce soit parfait. C'est genre au niveau des frettes Au niveau des frettes, au niveau des longueurs de... Ouais, tout à fait. Aussi l'épaisseur du manche, l'arrondi, c'est quelque chose qui est assez délicat à réaliser, mais qui est très important parce que c'est la première chose que le musicien va toucher, va rentrer en contact avec l'instrument via le manche. Justement, moi qui fais un peu de guitare, je sais que par exemple les Gibson et les Fender n'ont pas forcément le même arrondi de manche. Qu'est-ce qui change et pourquoi aussi peut-être comment on choisit un arrondi de manche aussi? Alors le premier critère de choix c'est tout simplement le confort. On prend la guitare et on voit comment on se sent. Après pour ce qui est des différences de forme, il y a une influence selon les époques. Avec les manches plutôt en rond, plutôt en V, plutôt au plat. Après le style de jeu aussi, les heavy metal ils vont préférer des manches plutôt plus plats, avec des grosses frettes. Ça dépend de ce qu'on veut jouer et puis des époques. Ok, du coup vous êtes installé en Normandie, vous avez une boutique, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Comment a été l'initiative, etc. Ouais tout à fait, alors pour l'instant je travaille dans mon atelier à Salnel, à côté de Merville. Et pour avoir un peu plus de visibilité, avec d'autres amis artistes artisans, on a créé une association qui s'appelle Graines d'étoiles et qui nous a permis d'ouvrir un magasin rue Saint-Laurent à côté de la Gloriette, pas très loin de la Fnac, et dans lequel on ne vend que du fait normand. Et donc moi j'y mets également mes guitares, mais dans ce magasin on peut également trouver de la maroquinerie, de la céramique, de la bijouterie, etc. Ouais, c'est pas uniquement magasin de musique. C'est pas uniquement un magasin de musique, mais ça me permet d'avoir un pied à terre et d'avoir quelque part mon propre magasin également et de ne pas payer une commission de dingue. Bien que je vais quand même mettre une guitare chez Music Man parce qu'ils sont assez cool et ça va me faire un peu de visibilité. Mais voilà, rue Saint-Laurent, le magasin Graines d'étoiles, c'est mon pied à terre si on veut venir essayer mes guitares. Alors c'est quoi le prix un peu moyen d'une guitare fait par un luthier? Pour les plus bas prix, moi je commence dans les 2000 euros. Ça par exemple c'est une basse relativement simple, on a 3 morceaux de bois. Je suis à 2300 euros. Sinon j'ai des modèles évidemment plus chers, les modèles multibois qui sont plus des modèles pour la scène parce qu'il y a un design sympa avec de la résine et de la peinture métallisée qui fait que ça fait un effet sympa quand vous êtes sur scène. Là je suis dans les 3000, après ça peut monter selon ce qu'on met en termes de temps, de bois, etc. En parlant de ça, moi j'ai remarqué sur votre stand en passant que vous laissez énormément vraiment le bois tel qu'il est dans un peu le design de la guitare. C'est voulu, c'est votre style, ouais, parce que moi clairement je suis un amoureux du bois, donc il faut que le bois se voit. Et puis par ailleurs je dirais sans être méchant que ça sert à rien de faire du chinois en France. Je vais pas faire de la peinture opaque et cacher le bois, j'essaie au contraire de le mettre en avant parce que peindre quelque chose de manière opaque n'importe qui peut le faire quasiment. Et il y a 50 000 personnes qui font ça mieux que moi.
Moi, je suis un amoureux du bois, faut que le bois se voit, et j'essaie d'avoir des finitions le plus naturelles possible et de mettre en valeur le bois. Vous en avez parlé un peu avant, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie d'acheter vos guitares? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, etc. Alors tout à fait, sur Instagram, donc CWR Guitars. Et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par ce biais-là ou par le magasin rue Saint-Laurent, la Graine d'Étoile. Et éventuellement, si ça vous tente, venir visiter l'atelier à Saint-Nel. Ou de passer sur votre stand là à Beauregard. Ou tout à fait, passer sur le stand à Beauregard jusqu'à demain soir, ça marche encore. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé dans cette interview? Alors, déjà, je remercie l'organisation de Beauregard parce que c'est vraiment super. Au niveau sécurité, on est vraiment à l'aise. Et puis, c'est très, très, très ouvert ce genre d'événement. Ça nous permet de rencontrer des gens passionnés, parfois même talentueux. Non, c'est super. Et bah c'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à la prochaine sur les ondes du coup de la musicale. Merci. Merci au formidable trio de collectifs Romain, May et Melvin de nous avoir fait découvrir un peu la vie qui se déroule sur le site du Festival Beauregard pendant cette 16e édition. C'était donc le luthier qu'on vient d'entendre. Merci à tous les trois. Alors là, on est toujours en direct et on entend derrière nous Baxter Dury, le roi du crooner anglais qui chante. Laurent est en train de s'ambiancer tout à l'heure devant lui. On l'a rencontré un peu plus tôt, il y a 1 heure. On écoute tout de suite son interview. Baxter Dury sur les ondes de la musicale. Direct et en léger différé depuis le studio où on enregistre depuis le festival Beauregard pour les radios de la musicale. Je suis très contente d'accueillir sur le plateau celui que l'on nomme le dandy cool, celui qui même en short aura toujours plus de classe que moi. J'ai nommé Monsieur Baxter Dury. L'hôte est avec nous à la traduction, Anaël est avec nous également. Thank you very much, very nice to be here. C'est ta 2e fois, je crois, à Beauregard. Tu es content de retrouver le public normand? I hope so. I am happy now, and we'll see what happens in an hour, and how they respond. I'll see what happens. Je suis content pour l'instant et j'espère que je le serai aussi dans 1 heure, une fois que je serai sur scène, et j'ai hâte de voir comment le public va réagir. Tu viens défendre ton dernier album, I Thought I Was Better Than You. Je crois savoir que ton fils Cosmo y a participé. C'est la première fois qu'il participe à un de tes nombreux albums. The first time and the last time, yeah. He had a brief moment of musical interest, and he was very good, but then he put down the instruments, and he no longer. Première et dernière fois, il a eu un brief moment d'intérêt musical et puis il a reposé ses instruments, et ça sera la dernière fois qu'il participe. Juste pour savoir, il s'intéresse à quoi? He's having a sort of, a contemplative young person's dilemma. Il a des dilemmes de jeunes et il sait pas encore trop. Alors, je me demandais, parce que tu n'as pas encore joué, quand tu es sur un festival, est-ce que tu choisis, comme Étienne Dao l'a très bien fait vendredi, de jouer tes morceaux les plus connus, ou crotte? Je joue ce que j'ai envie de jouer et je me fais aussi plaisir. No, there's a sort of set list of songs that we play, so we focus in on that over a period of time. J'ai une setlist qui est un petit peu définie par période, qui est sélectionnée à l'avance. Donc là, aujourd'hui, ça y est, le festival, la 5e journée du festival Beauregard est lancée. On entend Samba de la Muerte et Baxter Dury, on te voit réagir au concert qui est en cours. Samba de la Muerte, c'est un groupe local qu'on connaît très bien. Est-ce qu'on peut avoir tes impressions de ce que tu entends là? Well, I think I can hear quite a lot of feedback or something anyway, but it sounds they're having a good time, obviously. It's quite hard to tell in my current conditions what they're like. I'd like to see what they look like. C'est assez difficile à dire comme ça sans les voir, mais on a l'impression qu'ils passent un très bon moment sur scène en tout cas. I Thought I Was Better Than You, c'est votre 9e album. 9e album en 22 ans de carrière. On peut dire que vous faites partie des artistes qui prennent leur temps. Et en effet, pour vous, la musique, ça a toujours fait partie de votre vie. Ça n'a jamais été une urgence. Comment est-ce que vous avez composé ce 9e album? Like all albums, out of a sense of you're obligated to do that. You're contracted to a record company. You need to pay the rent, which is essentially the initial motivation. And then I'd written a book, so I used the book as a premise to the album, and that was kind of easy, really. But I mean, it's a forgery. You just make it up as you go along.
Il y a une part d'obligation, le label nous l'impose. Il faut payer le loyer, donc c'est quand même la première démarche quand à l'écriture de cet album. Mais j'ai écrit un livre également avant qui a été le prémisse de cet album, et finalement ça a été très simple grâce à ce livre. Un livre sur la relation avec son père, Ian Dury, qu'on connaît toutes et tous avec sa chanson légendaire Rock'n'Roll, sexe, rock'n'roll et drugs. Vous, Baxter Dury, avec cet album, vous êtes revenu sur la relation que vous avez avec votre père, rockstar, et la façon dont vous prenez place. Comment est-ce que cette démarche de parler de son père, elle est arrivée au bout de plus de 20 ans de carrière? It wasn't really strictly about my father, it was about my childhood. And my father was a participant in that, but it wasn't the actual main theme of what I was writing about. It's more of it was about a lost generation of growing up in a certain way in London with a certain type of artistic people, really, more than my father. So. Son père... Mon père n'était pas le thème principal de mon livre, c'était principalement mon éducation et mon enfance, et notamment mon enfance dans un univers particulier à Londres, entouré d'artistes et de musiciens. Donc c'était principalement pour parler de mon enfance, et mon père est venu compléter tout ça. Je voulais revenir, moi je fais des petits bonds en arrière parce que c'est la première fois que je te rencontre, et je voulais revenir sur Mr. Maserati, qui est une compilation de tes morceaux. Pourquoi avoir choisi 2001-2021, seulement 20 ans? Il y a eu des morceaux avant 2001 si je ne me trompe. I'm not sure if I wrote any songs before then. Oh, before when? That was the question actually. Were there any songs before? No. Perdu. Je croyais qu'il y en avait avant. She thought that there were songs before 2001, but that was... 2000, maybe, I don't know. They weren't very good. Ils n'étaient pas très bons. Si c'était avant 2001, ce n'était pas des très bonnes chansons. Ça n'a pas été trop dur ça n'a pas été trop difficile de faire un choix sur 20 ans. I didn't really think about it very much. It was more of a record company gimmick based on having a book. So it was a bit cynical. Not cynical, but you know, I just went. Blah, 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 blah. I did it really quickly. I didn't put much depth into the decision. La décision n'a pas été très réfléchie de mon côté. C'était surtout un choix du label au moment de la sortie du livre. J'ai pas été très profond dans ma réflexion. On m'a demandé de le faire et j'ai sélectionné un petit peu ce qui est venu naturellement. Si on te demandait aujourd'hui, tu le referais? Kind of. I mean, I'm not really interested in retrospection. I quite like the future. So probably I'll wait until when it's valid. Maybe I'll do it in another 20 years or something. Peut-être dans 20 ans. Je suis pas très intéressée par la rétrospective, je préfère voir le futur, mais peut-être que dans 20 ans, je le refais, j'attends de voir. Hier, on recevait Fight White Family au micro de La Musicale. Le chanteur nous disait qu'il avait qu'il allait toujours vers ce qui lui faisait le plus peur, parce que c'était forcément quelque chose qui allait ressortir un bon résultat. Et là, actuellement, ce qui lui faisait le plus peur, c'était l'écriture. Plus les chansons. Est-ce que Baxter Dury, toi, tu tournes un peu vers l'écriture, et l'écriture est quelque chose qui te fait peur plus qu'aujourd'hui performer sur scène? Being on stage can be frightening depending on how you're feeling, but is infinitely easier than writing, because writing is quite academic, boring and lonely, and requires creative, solitude, and that's very difficult. And usually you benefit from going to school, and I never went to school, so it's difficult, but it's a nice other choice in life. You don't want to live too long on stage. Être sur scène, ça peut faire peur en fonction de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Mais c'est vrai que l'écriture est beaucoup plus difficile, puisque c'est un état d'esprit complètement différent. C'est un milieu plus académique, plus solitaire. Il faut atteindre un certain état d'esprit créatif. Mais tout dans la... Pardon, j'ai un petit bug.
que ce soit dans la bonne mesure. De rester trop longtemps sur scène peut être effrayant, tout comme l'écriture peut être effrayant. Merci beaucoup, Baxter Dury, d'avoir Merci. été avec nous. Et Merci. merci Lotte pour la traduction. Merci beaucoup. Golden eyebrows, these crowded rooms, they talk so loud. Breathe in, breathe out. Don't smile. They're spitting at your heels. Look away, don't dance. See the light where they prey on the weak. Say you're the best. Please don't walk this way right now. So what? I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowded rooms. West London Lounge Syndicate. Let's dinner. Sons and daughters of Dracula talking in riddles and glass jigsaws. I'll try to talk lowbrow like puppy. Spit on you from his balcony. Slice of lemon cherry pie. So what? I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowded rooms. Like street style, like street style, like Duracell, like fuck swell, like fucking leg swell, like treat smell, like fucking street swell. Cause in pain like wheat well. And I tell you so many times, I slice the lemon for your tea, baby. So what? I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowded rooms. So what? I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowded rooms. C'était Crowded Rooms de Baxter Dury. Baxter Dury qui est actuellement en train de jouer sur la scène du Festival Beauregard. On est toujours en direct. Et les interviews continuent. Hier, on recevait le groupe Fish Talk, un peu les locaux de l'État, puisque c'est un groupe d'origine caennaise. On écoute tout de suite leur interview par Elvire et Marie. Salut les Fish Talk, bienvenue sur le plateau de la musicale. Salut. Ouais, donc je disais, on s'est déjà vu au Festival Douce Amère, mais aussi au tremplin John Session, dont vous êtes sortis lauréat et grâce auquel vous avez pu faire votre grande scène à Beauregard et dont vous sortez tout juste. C'est quoi votre ressenti là, quelques 30 minutes de 1 heure après cette grande scène? Alors, qu'est-ce que c'est notre ressenti? J'ai plus de voix. Non, mais en fait, c'est une expérience vraiment inédite pour nous parce que jouer en plein jour devant une scène immense, devant en même temps pas beaucoup de gens, mais énormément de techniciens autour. Enfin voilà, c'est vraiment complètement inédit et c'était cool. Enfin, Ouais, non, mais c'était hyper spécial pour nous parce que Beauregard, on y allait je sais pas combien de fois. Moi j'y vais depuis que j'ai 18 ans et là ça y est, on est sur scène. On est sur scène et ça passe vachement vite. Ouais. Mais ce qui m'a fait bizarre moi c'est t'es là, tu fais tes chansons et
tu vois le backstage et tu vois les techos qui préparent le set d'après et tu dis ah ouais c'est vrai que c'est bientôt fini en fait. Voilà. Et justement, au départ de Fish Talk, c'est l'amitié. Vous disiez que vous êtes déjà venus entre potes à Beauregard. Est-ce que vous avez un souvenir de concert qui vous a marqué à Beauregard ? Le dernier Beauregard, on était ensemble d'ailleurs. Enfin, le dernier Beauregard, le dernier souvenir de Beauregard, on était ensemble et on était devant Lenny Kravitz. Ouais, et à l'époque où il craquait ses affaires. C'est ça. J'allais demander. Ouais, mais là, on n'a pas eu le craquage. On était trop loin de toute façon. Ouais. Oui, on se souvient surtout qu'il y avait beaucoup de solos et que Lenny Kravitz allait à chaque fois à côté du musicien ou de la musicienne qui faisait un solo pour être sur l'écran. Je crois qu'il avait fait monter un gamin sur scène aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y avait un article dans l'Ouest France après, on a retrouvé le gamin qui est monté avec Lenny Kravitz. Forcément. Moi, j'ai quand même un souvenir ému de mon premier Beauregard avec Pop the Fish. Voilà. Ah ouais. Paix à son âme, Pop the Fish. En effet. Moi, je l'ai vu, c'était mon premier Beauregard et genre, j'ai vu sur scène et j'étais en mode waouh, mais quelle star! Et en fait, j'avais pas du tout capté que c'était quelqu'un qui venait de Caen et que c'était le groupe local qui avait gagné le tremplin comme nous, quoi. Pour moi, c'était juste quelqu'un qui jouait à Beauregard sur une scène immense. Voilà, c'était mon premier souvenir de Beauregard. Pop the Fish qui nous a quittés donc il y a pas très longtemps, donc merci d'en parler, de lui donner une sorte d'hommage en tout cas. Mercredi soir, c'est Mad District qui a ouvert le festival. Mad District, je pense que vous les connaissez. Yann n'a pas su cacher son émotion de passer de festivalière à artiste sur scène. Est-ce que vous avez ressenti à peu près la même chose que Mad District sur cette scène de Beauregard ? Ah bah oui, complètement. Vraiment, en fait, on passe des souvenirs qu'on avait étant ado à la montée sur la scène qu'on voyait quand on était ado. Enfin, c'est un truc de fou en fait. Et de se retrouver là, c'est pardon, c'est vraiment c'est fou quoi. Enfin, je sais pas si vous voulez. Ouais, c'est ça en fait. Genre, tu te dis, ok, c'est une chance immense qu'on a, c'est un énorme privilège. Et en même temps, genre, au moment où tu y es, tu sais que ça va passer hyper vite quoi. Et ça va passer hyper vite. Ouais. Mais ouais, c'était assez fou. C'était assez fou. Après, dans ces moments-là, l'émotion a souvent du mal à passer devant le stress, dans le spectre de tes émotions, parce qu'il y a quand même pas mal de stress, parce que c'est la première énorme scène qu'on fait. Mais ouais, si, quand même. Vous faites évoluer les chansons d'un projet de scène en scène, et est-ce qu'il y en a que vous préférez à une période en particulier que d'autres ? Globalement, je trouve celle quand même où on est... celle par lesquelles on est le plus habité, c'est vraiment des chansons plus noise, plus vibratoire quoi, un peu plus dansante aussi. C'est là puis en fait c'est celle-là qu'on a composée en live ensemble aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on arrive à mieux se connecter et voilà. Globalement les chansons qui sont un peu plus énervées, je pense que c'est là où on se retrouve bien, mais en même temps on adore aussi chialer sur des chansons et tout ça, donc je pense que le retour des chansons émo, ça fera peut-être leur comeback. Lors d'une interview avec Laurence de 666 qui est avec nous, vous disiez que la scène c'est un lieu pour affirmer vos identités et les codes de genre notamment. Est-ce que c'est d'autant plus fort pour vous sur une grande scène comme Beauregard ? Alors c'est d'autant plus dur sur une grande scène comme Beauregard en fait, parce que on est habitué à faire ça dans le noir devant entre 20 et 300 personnes on va dire. Et il y a un truc de plus facile à assumer là qu'en plein jour à 15h en plein soleil. En plein soleil devant des membres de notre famille qui étaient là. Et ça faisait plaisir de jouer pour notre famille, mais genre c'est aussi un truc qui est voilà. Mais oui, quand même la scène c'est quelque chose qui nous permet quand même d'affirmer notre identité de genre, et ça se trouve les membres de notre famille l'ont découvert aujourd'hui, et tant mieux. Mais voilà, effectivement là le fait de faire ça devant un public plus large, plus grand public, plus familial, pour moi c'était un peu une appréhension quand même si ça l'a fait.
C'est vrai qu'on va pas parler sap, mais je vous ai vu au début dans vos tout premiers concerts. Vous étiez trop mignons avec des t-shirts des groupes que vous aimez. Je me moque pas parce que j'en ai un aujourd'hui d'un groupe que j'aime bien. Ah, mais oui, et puis là, ça y est, on vous voit vous révéler en fait, même dans les vêtements, oui. Tu as des barésies. Isma, tu as J'ai des des barésies, barésies. effectivement. J'adore, j'étais jalouse. Je me suis dit tiens, on a un point commun, on adore les barésies. Enfin, c'est pas des bas, c'est des collants. Des collants. Oui, c'est des collants. On a eu cette discussion. effectivement, c'est des collants. Oui, j'y tiens, ce sont des collants. Mais oui, complètement. Justement, à force de faire de la scène et tout ça, on a vraiment commencé à prendre du plaisir aussi à inventer des tenues qui nous ressemblent vraiment. Et en fait, personnellement, j'ai une passion pour déglinguer des trucs et les assembler et tout ça. Et en fait, voilà quoi. En fait, la scène et se faire des costumes de scène, ça permet de s'amuser quoi. C'est toi la conseillère vestimentaire du groupe? Non. Non, on est tous des sapeurs-sapeuses. Ouais. La sapologie, c'est. La sapologie, on a ça dans le sang. Moi, si je voulais faire un groupe, c'était pour me saper. Hein. Avant tout. Malheureusement, on arrive vous jouez là ce week-end à Beauregard dans un contexte assez particulier, politique, anxiogène. Vous avez partagé sur les réseaux sociaux une tribune avec le Front des musiques indépendantes contre l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment est-ce que vous vous êtes entendu aussi avec les autres artistes pour partager cette tribune? C'est un mouvement qui s'est fait en fait pas mal dans l'urgence, justement au moment de la dissolution de l'Assemblée et tout. Et en fait, on a été plusieurs à être complètement. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire et justement un peu dans une perspective de ressouder les personnes, de créer de la solidarité et de l'entraide entre les groupes et aussi d'affirmer que nos scènes sont politiques et que en fait le fait d'avoir un espace scénique, de tenir des micros et tout ça, en fait on est vraiment en fait, on a une forme de pouvoir de représentation et de pouvoir modeler l'imaginaire et les pensées des gens et tout ça. Bref, on a pris conscience, je pense, de tous ces enjeux-là. Parce que même si on atteint 1500 personnes, en fait, au pire, ce sera les 1500 qui font peut-être la diff. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un peu naïf et un peu mignon comme truc, mais. Mais ça faisait quand même quelque temps que on commençait à être mal à l'aise avec le fait d'avoir une tribune assez régulièrement et de rien en faire, alors que c'était une période où ça fait des mois qu'il y a un génocide à Gaza, qu'il y a des attaques sur les droits des personnes trans, et tu vois ça, et il faut faire sur le réseau la promo de ta release party. Ouais. On s'est dit ok, en fait faut mettre du sens, effectivement, on a une tribune, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui viennent nous voir, en fait enfin voilà quoi, c'est pas pour citer Spider-Man, mais t'as des pouvoirs, t'as des responsabilités et voilà. Et du coup je pense qu'on a été plusieurs à se sentir pareil, et d'où ce mouvement un peu spontané, un peu bordélique au début, mais qu'on va essayer de pérenniser et voilà quoi, on va essayer de pérenniser ça après la période électorale, pour essayer d'avoir un impact sur la vie politique, quoi. Je crois que c'est un peu le cas de cette jeune génération, la scène rock en fait. Vous êtes assez engagé. Je sais pas si je dirais engagé, mais je pense à Akira El Sabah, qui se laisse pas faire, qui dit ce qu'il pense et sans complexe. C'est vrai qu'on voit des groupes émerger qui se politisent pas mal. Après la scène rock, justement c'est quand même assez compliqué. Par exemple, nos camarades de la scène électronique, leur mouvement a été vachement plus efficace, vachement mieux coordonné. En fait, c'est rigolo quoi. La scène rock, en vrai, on n'a pas l'habitude. Ouais, on n'a pas l'habitude. Ça se sent que. Et puis en fait. Tout de suite, les personnes minorisées ont du mal à prendre la parole, on a du mal à se sentir légitime. Il y a toujours un truc de problème de prise de parole.
c'est un peu toujours les mêmes qui... Oui, c'était un peu toujours les mêmes. Ouais. Je pensais Et- aux Monks par exemple. Ouais. Si, Bah, heureusement que les Monks étaient là pour cadrer, parce qu'effectivement, en fait, genre, là, il y a énormément de gens dans ce front des musiques indépendantes. C'est des gens qui sont réveillés, qui ont pris une claque avec la dissolution et la montée de l'extrême droite. Mais en fait, il y a des gens comme les Psychotic Monks pour qui c'est devenu un quotidien, en fait, le militantisme. Et du coup, en fait, qui sont vachement en avance. Et pareil pour les scènes électro, qui sont vachement plus politisées de base et qui ont plus l'habitude de ces prises de parole. Et voilà, en fait, pour le microcosme du rock indé, c'est assez nouveau, ces prises de position politique. Avant, c'était un peu genre une petite parenthèse enchantée, trop chou, on fait du rock, on aime bien les États-Unis, quoi. Et est-ce que vous avez l'impression que du coup il y a une bascule entre maintenant je fais pas que de la musique et ma musique peut avoir aussi un impact différent sur la société, ou vous en aviez pris conscience aussi avant en créant votre groupe? Bah nous, ça fait quand même un peu plus longtemps que... Ah, c'est fini. Non. Nous, ça fait ça faisait quand même quelques temps qu'on a, en fait, juste on s'est politisé dans nos vies, donc on avait envie que ça se traduise aussi par notre musique. Puis en fait, ça s'est traduit tout seul. Ouais. Justement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, c'est que on a commencé enfin les périodes où on était énervé, où il y avait des sujets qui nous travaillaient ou quoi. Bah en fait, il y a certaines paroles qui sont venues sur la table. Il y a enfin le fait qu'on devienne aussi plus noise, plus énervé, plus tout ça. Je pense qu'en fait c'est à force de subir des trucs et d'en avoir un peu marre, et voilà, le seul exutoire qu'on a vraiment, c'est la musique, donc on utilise ce médium, quoi. Merci pour ça, en tout cas. Et merci Fishtalk d'être venu sur le plateau de la musicale. Merci Elvire, merci Marie. Ici, Merci on s'est à écouté vous. un petit peu de merci. On se fait plein de, c'est tellement mignon. On se fait plein d'amour. Si on s'est écouté justement un extrait de cette EP Out, on a choisi le titre Golden Mean, et c'est parti. On the edge of the bed,
down inside and I see nothing. I see C'était Golden Mine de Fish Talk et Fish Talk qu'on a entendu une interview juste avant, pardon, je perds mes mots. On est, ça y est, on est tous réunis autour de la table, autour des micros pour faire un petit point à cette fin de 7e édition du Festival Beauregard. Elvire, Maë, Nathan, Romain et Laurence sont là. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette 16e édition de Beauregard ? Plein de jolies émotions, en tout cas pour ma part. J'ai trop adoré les concerts que j'ai pu voir, surtout celui de LCD Sound System hier, et là je viens de voir un petit bout de Baxter et franchement incroyable. Donc j'ai hâte, j'ai pas hâte que ça se finisse, mais j'ai hâte de voir les concerts de ce soir aussi. Pareil, c'était un super moment. Moi, je découvrais le festival à ce moment-là. On sait qu'avec les élections actuellement, il y avait un peu de tension, et pourtant en parler avec les festivaliers, c'était super intéressant. Vraiment, ça faisait du bien, quoi. Un peu de baume au cœur. Voilà, c'était cool. Et toi, Nathan ? Moi, c'est pareil. C'était une première fois du coup à Beauregard, donc ma deuxième fois en festival tout court. Et j'ai passé un super moment. Les groupes que j'ai pu découvrir étaient super. Et puis avec l'équipe de Radio Phoenix et de Radio 666, tout ça, c'était très bien. C'était parfait. Et si tu devais retenir un concert, lequel tu citerais ? Je citerais Parcells, parce que Parcells c'était une bonne surprise, parce qu'en fait ça a fait une dose de bonne humeur dans une belle soirée. En fait, je pense qu'on a tous passé un très bon moment et j'étais agréablement surpris. Donc voilà. Alors moi, c'est mon deuxième Beauregard, j'y étais déjà l'année dernière et franchement, nous qui avons pu être un peu plus sur le terrain directement auprès des festivaliers dû à nos micro-trottoirs, on a vraiment ressenti une bienveillance exceptionnelle, beaucoup de partage aussi avec les gens, et puis une bonne ambiance, c'était vraiment incroyable, les gens étaient trop heureux d'être là, tous ultra heureux aussi forcément de passer au micro aussi pour la musicale. Et si je devais retenir peut-être pour répondre à ta question un concert, moi je citerais le DJ qui avait hier au Carré VIP. Il y avait un DJ qui mixait avec des vinyles en fait directement, vraiment à l'ancienne, et personne n'écoutait vraiment ce qu'il faisait, et nous avec du coup Maë on s'est arrêté à ce moment-là et c'était incroyable. Il va remixer. On a rendez-vous avec lui à 18h pour aller le réécouter. Il est toujours là-bas. Il sera encore là-bas. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller au VIP, je vais quand même citer un nom d'artiste qui est vraiment passé dans la programmation du festival, et je citerai Prodigy qui m'a mis vraiment une balle. C'était très très rempli d'énergie en fait, et ça me parle vraiment en termes de musique, une grosse énergie sur scène, et c'était vraiment génial. Tu parlais de Funky the Yard, qui est un vieux DJ et qui est aussi animateur sur 666 d'ailleurs. Et c'est un putain de DJ et vraiment qui a une collection de vinyles incroyable. Je vous invite à suivre ses actualités. Il mixe au Portobello, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Eh bien, je continue le tour de table. Hein. Moi, c'est Laurence. Et en fait, je voulais juste te dire, contrairement à Nathan, je viens à Beauregard depuis la première édition, et j'y fais de la radio depuis la première édition. Et c'est trop marrant de voir des gens qui découvrent. On a un autre point de vue. Et pour les concerts, allez, j'en ai 3. Justice, un mot, magistral, point barre. Étienne Dao, un mot, gracieux. Et puis hier, j'ai réalisé un rêve très fou. Quand je suis seule, et quand je suis seule à la radio, que je m'ennuie, que j'ai envie d'être avec mes amis, je mets All of My Friends d'LCD Sound System, et hier soir j'étais avec presque tous mes copains devant LCD Sound System, on s'est fait des câlins, et dans cette ambiance très tendue, avoir un moment d'amour comme ça, c'est juste magistral. Je crois que c'est un concert qui a été partagé par pas mal de membres de la radio. Tout le monde a été assez conquis. Emmanuel aussi, je lui fais un clin d'œil parce qu'il a adoré ce concert. On va clôturer cette série d'émissions en direct du Festival Beauregard. C'est notre dernier direct. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ces plateaux. Laurence, Elvire, Cosmic Suzy, Rémi, Marie, Romain, Maë, Thomas à l'animation, Emmanuel, Lucas, Valentin à la technique et Nathan à la photo. Merci de nous avoir écoutés. On espère qu'à travers nos micros, on aura réussi à vous faire vivre l'ambiance de la 16e édition du Festival Beauregard. Soutenez la culture, la musique. On l'a vu cette semaine, la musique rassemble. Ne met peut-être pas tout le monde d'accord, mais elle a ce pouvoir au moins de fédérer. Soutenez aussi les médias indépendants. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est ce que vous faites en écoutant Radio Phoenix, 666, Collective. Bref, les radios de la musicale. On était en direct du Festival Beauregard pour vous servir. Restez à l'écoute de nos radios et rendez-vous l'année prochaine pour la 17e édition du Festival Beauregard. Bonne soirée à tout le monde.